me voilà une fois de plus devant mes propres caméras pour m'adresser à vous. Heureusement que ce moyen existe, parce que sinon je serais totalement encerclé, puisqu'il n'y a pas une télévision, pas une radio, pas un journal écrit qui ne se sentent obligés de me taper dessus. Moi, mes camarades, la France Insoumise, nos prestataires de services, nos amis, dans une ambiance absolument incroyable, d'acharnement, où chaque mot de protestation que je formule est pris comme une agression inouïe. Et tout ça se fait dans une ambiance complotiste. Regardez ça. On est dans le noir, là, un peu. Le système Mélenchon, il n'y a pas de système Mélenchon. Il y a une organisation, le mouvement La France Insoumise, il y a un groupe parlementaire, et il y a différentes associations qui ne constituent pas un système, mais sont des activités normales dans un pays démocratique. Tout ça est sous contrôle, et celui qui est le plus contrôlé, c'est moi. Parce que je suis accusé par certains de ces journaux d'un enrichissement personnel. Enfin, moi, je ne suis pas accusé de ça par le procureur. Il faudrait se mettre un peu, se calmer, là. Et puis, s'il y a une personne dans ce pays qui est contrôlée, c'est moi. Puisque à chaque fois que s'achève un mandat, et vous savez que j'en exerce depuis longtemps, je déclare mes biens. Chaque fois que je suis candidat à une fonction, comme je l'ai été pour les élections présidentielles, tout est publié. Tout, absolument tout. Mes biens, mes comptes en banque, tout. Qui montre autant de choses? Quand est-ce qu'une seule fois on a dit cet homme n'est pas correct, il n'a pas une relation normale avec l'argent, avec... Quand ça n'existe pas. Par conséquent, c'est m'outrager d'une manière qui est d'ailleurs délibérée que de laisser entendre qu'il y a un problème avec moi. D'ailleurs, il y en a plusieurs apparemment, de problèmes. Sans arrêt, j'entends parler de mes outrances, franchement. Parce que je réplique à la presse, quand vous avez un journal qui met dans ses titres que je fais régner une culture de la terreur parmi mes amis, ça c'est pas des outrances, comme toutes les choses que vous entendez contre moi depuis 2 jours. C'est de la politique, bien sûr. Mais je n'interviens que pour vous dire qu'il n'est pas vrai que nous soyons en guerre contre la police. Ce n'est pas vrai. Nous sommes en guerre contre certaines pratiques, mais pas contre la police en tant qu'institution. D'ailleurs, il y a beaucoup de policiers qui votent France Insoumise et qui partagent nos idéaux républicains. De la même manière, on n'a jamais dit qu'on était en guerre contre la justice. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'est pas en guerre contre la justice, on est en guerre contre un certain nombre de pratiques. Et nous sommes surtout stupéfaits que ces pratiques n'interrogent ni les journalistes, ni la justice elle-même. Vous avez pu entendre la procureure s'exprimer à mon sujet. Elle n'a pas dit un mot pour protester contre le fait que le secret de l'instruction ait été violé. Pas un mot. Donc c'est une situation normale. Et les PV des perquisitions, ils sont distribués aux journalistes, je suppose, hein, puisqu'ils ont l'air de savoir des telles choses que moi je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi on me parle la plupart du temps, parce que moi je n'ai pas eu accès à ces documents. Mais ça n'a l'air de choquer personne dans la hiérarchie de la justice. Pourtant, ce sont des violations du droit qui ont lieu au sein même de la justice. Naturellement, ce n'est pas la procureure qui distribue les procès-verbaux de perquisition, j'en suis sûr. Bon, et puis je ne pense pas qu'il y ait un fonctionnaire qui fasse ça comme ça par manie. C'est donc quelqu'un qui le fait parce qu'il y a un intérêt. Est-ce un intérêt financier? Est-ce une contrepartie? Est-ce un chantage? Mais pourquoi donne-t-il ces informations? C'est quand même une question que n'importe qui devrait se poser. Pourquoi quelqu'un dont c'est le métier et qui a juré de ne pas le faire fait le contraire? Voilà pour ce qui est de ces violations du secret de l'instruction. C'est écrit partout de façon, bof, il peut toujours porter plainte et il ne se passera rien. C'est vrai que je vois que toutes les plaintes que je pose moi, il n'y a pas de juge d'instruction désigné, il n'y a pas d'audition. Moi j'ai porté plainte contre M. Chalvron qui m'a diffamé sur mes comptes de campagne. Il n'a jamais été convoqué, il n'y a pas eu de perquisition. Et comment pourrais-je ne pas avoir le sentiment qu'il y a 2 poids 2 mesures quand sont appliquées contre nous des méthodes qui sont d'habitude appliquées contre le terrorisme, le grand banditisme, des choses comme ça. 100 policiers sont chez nous, pas chez ceux qui ont triché avec les impôts et dont on a, dans la même semaine, vu les noms être publiés dans la presse. On ne leur a rien demandé, ils n'ont pas été interrogés, ils n'ont pas été perquisitionnés, personne n'a troublé leur sommeil, leur voisinage, n'a inspecté leurs photos de vacances, leurs agendas personnels. On peut être que choqués. Non, nous ne sommes pas en guerre contre la justice, c'est le contraire. Nous demandons justice. Non, nous ne demandons pas à être traités différemment des autres. Nous demandons à être traités comme des justiciables qui ont leur dignité, leur honneur. Et vous savez très bien
que ce n'est pas vrai que tout le monde est égal devant la loi, ni devant son application. Dans certains cas, l'application de la loi n'est pas la même pour tous. Par exemple, on ne perquisitionne pas chez les journalistes. Parce que c'est normal, si on veut protéger le secret des sources, on n'a pas le droit de fouiller leurs ordinateurs et leurs téléphones. Bon. Donc il ne faut pas venir dire maintenant, il se sent au-dessus des lois. Non, il demande juste à être respecté, Mélenchon, ses amis, dans leur dignité. Il n'est pas obligé d'aller perquisitionner chez tout le monde comme ça, c'est disproportionné. Tout le monde le dit. Alors si c'est disproportionné, pourquoi est-ce que ça a lieu? Pourquoi, si c'est disproportionné, le problème c'est moi, c'est ma réponse. Pourquoi c'est ma colère? Je ne dois pas être en colère. Et moi je crois à la vie démocratique d'un pays. Et quand je vois que les choses se déroulent comme elles se sont déroulées l'autre jour pour cette perquisition, j'ai le droit d'être en colère, c'est normal que je le sois. Ma colère rassure mes amis qui comprennent que ce n'est pas une situation normale. Non, ce n'est pas une situation normale quand on prend tous les courriers du responsable de mes réseaux sociaux depuis 2009, alors que cet homme travaille avec moi depuis 2013. À quoi servent les autres courriers? À quoi sert le fait d'avoir pris ces photos personnelles? À quoi ça sert? De la même manière, quand ma chef de cabinet, mon directeur de cabinet, est contrôlé, perquisitionné, qu'on lui emmène son téléphone et son ordinateur dans une enquête pour savoir si elle faisait vraiment son travail d'assistante parlementaire lorsqu'elle était assistante parlementaire au Parlement européen, c'est-à-dire dans ma fonction de député européen, ou bien si elle exerçait des responsabilités au parti de gauche, comme elle en a été accusée, ainsi que d'autres, par Madame Montaigne. Mais il y a un problème. Ma chef de cabinet, ma directrice de cabinet, n'a jamais été membre du parti de gauche. Par conséquent, il est impossible qu'elle y ait exercé des responsabilités. Et par conséquent, la perquisition chez elle n'a aucun sens. On ne perquisitionne pas chez quelqu'un pour aller vérifier s'il a exercé des responsabilités dans un parti qui n'a jamais été le sien. Trouvez-vous normal que Madame Sofia Chikirou, qui est notre brillante prestataire dans la campagne présidentielle, la campagne qui a coûté le moins cher de toutes les campagnes présidentielles pour les 5 premiers, trouvez-vous normal qu'on l'interroge sur ses idées politiques, sur son parcours politique? Alors elle est interrogée comme militante politique ou comme directrice d'une société de conseil, il faudrait savoir. On ne peut pas la pourchasser comme on le fait sur des sujets pareils. Et je ne mets pas en cause ceux qui l'interrogent, ils font leur boulot. Je ne mets pas en cause les conditions dans lesquelles se déroulent nos auditions, parce que d'une manière générale, c'est plutôt courtois, je dis d'une manière générale. Bien sûr, il y a des exceptions, bien sûr, elles sont choquantes. Mais ce qu'il faut voir, c'est le bon d'une situation. Les fonctionnaires de police, les fonctionnaires de la justice n'aiment pas qu'on leur fasse faire de la politique, et ils nous le disent. De la même manière que dans les rédactions, on nous dit beaucoup de choses. Par exemple, j'ai lu, M. Arfi dit, Mélenchon exprime une haine des contre-pouvoirs institutionnels. Ah bon? Parce que la presse est donc un contre-pouvoir institutionnel. Nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'accord. C'est un contre-pouvoir. Et quel est le contre-pouvoir de ce contre-pouvoir? Il n'y en a pas. Tous les pouvoirs ont un contre-pouvoir, mais celui-là n'en a pas. Tous les pouvoirs ont un contre-pouvoir, mais celui-là n'en a pas. J'en ai proposé la création d'un conseil médiatique, un conseil de déontologie sur les médias. Quelque chose où il n'y aurait pas de sanction financière, il n'y aurait pas de procès, il y aurait juste une sanction morale. On aurait le droit de porter plainte et de dire, écoutez, c'est pas possible, pourquoi a-t-il dit ça? C'est faux, je vous le prouve. Et à ce moment-là, le conseil dira, ah ben non, vous avez tort, ou oui, vous avez raison. Et il émettrait ainsi une sanction morale. Pas autre chose. Pourquoi ont-ils voulu faire de ça un tribunal, et pourquoi se venge-t-il sur moi aujourd'hui de cette façon? Pourquoi la caste qui a signé ce communiqué commun n'a pas dit un mot pour soutenir mon idée de conseil déontologique des médias? Ça réglerait tous les problèmes, on ne serait pas obligé de s'engueuler, on ne serait pas obligé d'aller en justice chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, c'est quand même quelque chose d'énorme qui ne va pas. Tous contre moi. Et mes amis les insoumis. Mais il faut voir dans quel terme. Hein. Je ne vais pas faire la bêtise de vous lire tous les mots qui me concernent. Je ferai moi-même la propagande contre moi et mes amis. Donc, voilà. Nous ne sommes pas en guerre, ni contre les médias, ni contre la justice, ni contre la police. Mais par contre, il y a une partie de la justice, de la police et des médias qui est en guerre contre nous, parce que le gouvernement a décidé de nous mener cette guerre incroyable que vous avez sous les yeux. Naturellement, ça paralyse toutes mes autres activités. D'ailleurs, ça va être la 5e fois que vous me voyez, je vous parle que de ça. Ben, forcément, nuit et jour, je n'ai que ça à subir et à répondre, à aider. Vous savez, le choc psychologique sur les amis qui ont été auditionnés est terrible, hein, par la force des choses. Ne croyez pas que ça soit juste une série vidéo
on rentre chez vous à 7 h du matin avec des revolvers, des gilets pare-balles, et puis ça vous fait rien, vous trouvez ça marrant, vous avez beaucoup regardé la télé, et puis vous restez 5, 6, 7 heures enfermés avec des gens que vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas ce qu'ils sont en train de faire. Dans certains cas, dans les perquisitions, on a fouillé les chaussures, on a fouillé les poches. Il a été question de démolir certains matériels parce qu'on ne retrouvait pas la clé pour les ouvrir. Voilà ce que nous avons enduré. Donc ce n'est pas une petite affaire. Quant à moi, maintenant, c'est ma vie privée qui, paraît-il, est d'intérêt général parce que, disent plusieurs journaux, dans les procès-verbaux, paraît-il, on déclarait qu'il y avait quelqu'un chez moi à 7 h du matin. Mais j'ai le droit, moi, de caractériser mes relations. Et je vois dans le journal Libération, il dit ce n'est pas ma compagne. Donc il faut maintenant le prouver. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher des photos? Vous allez en publier? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rentrer comme ça dans ma vie privée? Pourquoi? Je n'ai pas le droit de moi-même choisir comment je nomme les relations. Et vous savez, dans une relation de cette nature, on est deux. Au moins. Voilà. Donc tout ça n'est pas digne. Ce qu'on nous fait subir n'est pas digne. C'est une indignité voulue pour salir, faire craquer, abaisser les gens, les humilier autant qu'on peut, parce qu'enfin toute la caste hurle de joie. Mais elle perd son temps, parce que pendant toute cette période, beaucoup de gens nous ont manifesté du soutien. Mais c'est surtout par rapport aux médias que je suis le plus choqué. D'abord parce qu'il y a très longtemps, j'ai moi-même été journaliste, parce que j'ai toujours été intéressé à la vie des médias. Peut-être que j'ai eu tort d'ailleurs de prendre tout ça tellement à cœur. Peut-être que ça n'a aucune espèce d'importance et que mieux vaut ne pas les lire et pas les regarder. Bon, enfin voilà, quand on est un militant politique, la manière avec laquelle les idées se répandent, ça vous intéresse. Il est impossible. J'ai jamais eu une de Libé, par exemple sur la 6e République. Mais j'ai déjà eu après 2012 beaucoup de unes insultantes. Par exemple, il y en avait une, c'était Mélenchon est pour la purification éthique. Ça laissait entendre que, vous voyez ce que ça voulait dire, hein, ça rapprochait de la purification ethnique, enfin, des unes insultantes, oui, sur mes idées. Jamais, c'est comme ça. Mais pourquoi ne font-ils pas leur métier? Prenons un exemple, le plus important. Ils disent, vous avez fait des surfacturations. Et c'est à partir de là qu'ils montent tous leurs romans. Il y a eu des surfacturations, elles ont été faites par la société Mediascope, principalement, il y a d'autres accusations, mais par cette société, et j'aurais bénéficié parce que nous aurions un lien personnel. Mais tout ça doit retrouver une trace quelque part, non? Où est la trace de tout ça? Où est la surfacturation déjà? Pour commencer, où est la surfacturation? Ils n'ont même pas fait le minimum du travail, c'est-à-dire comparer les factures sur les mêmes prestations. C'est très facile, il suffit de comparer les factures de M. Macron, de M. Hamon, de M. Fillon et les miennes. Et comme ça, vous savez tout de suite combien valent les choses, parce qu'il y a un prix du marché, c'est pas la peine de parler tout le temps du marché, et de ne pas s'y référer quand par hasard il sert à quelque chose. On me reproche le prix d'une vidéo de 5 minutes. Il s'agit de 200 € quand même, il faut en tenir compte. 200 € sur un budget de 11 millions. Moi, j'ai un budget de 11 millions pour 12 mois. Monsieur Hamon, 15 millions pour 3 mois. Monsieur Macron, 16 millions pour 8 mois. Comment vous expliquez cet écart de coût? Comment ça se fait que c'est moi le moins cher et c'est moi qui suis considéré comme surfacturant? Comment expliquez-vous que pour 8 millions qui peuvent m'être remboursés, je n'en ai demandé que 6? Donc ce n'est pas vrai. Nous n'avons jamais surfacturé. Ceux qui le disent sont des menteurs. Comment je fais? Je porte plainte contre toute la presse, contre tous ceux qui ont répété. Écoutez-moi les gens. Les policiers qui nous interrogeaient, encore aujourd'hui, disaient, mais vous avez été payé tant et vous avez été facturé tant. Disent-ils à des amis, pas de peau, tous les chiffres sont faux. Où ont-ils trouvé ces chiffres? Notre enquête, disent-ils. Non, il n'y a aucune enquête. Ils ont repris les chiffres qu'avait donné France Info en janvier, parce que France Info nous pourchasse depuis des mois. Donc vous voyez la méthode, personne n'a été vérifié. Ni les policiers, que les chiffres étaient faux, et qui prétendent avoir fait une enquête, en tout cas je pense de 2 d'entre eux, ni les journalistes des autres sont contentés de répéter. Par exemple, dimanche à TF1, ils disaient France Info porte plainte, c'est la radio qui avait fait des révélations sur la surfacturation de Jean-Luc Mélenchon. Pas le moindre doute sur le fait qu'il y aurait une surfacturation, 7 millions de personnes ont entendu ça, parce que c'est à peu près les gens qui écoutent le dimanche. Bon, je pense que vous comprenez la situation dans laquelle je me trouve placé. Des journalistes qui ne comparent rien, qui ne font pas d'enquête et qui se contentent de recopier des procès-verbaux d'audition qu'ils ne devraient pas avoir. Des procureurs
qui ne protestent pas contre le viol de leur propre travail. Dans toute cette affaire, il n'y a pas de fait. Il n'y a pas de fait. Il y a des dénonciations. Et les enquêtes qui sont menées sont destinées à vérifier si ces dénonciations sont fondées ou pas. Autrement dit, il aura suffi de me dénoncer pour provoquer une situation comme celle dans laquelle je suis plongé avec tous mes amis depuis maintenant, on va être à bientôt à une semaine. Alors, qui là-dedans n'est pas dans son rôle? Bon, en tout cas, vous êtes dans l'autre, parce que parmi vous, il y en a beaucoup qui, spontanément, me gardent leur confiance, pensent que ça vaut la peine d'écouter ce que je dis et de répercuter mes arguments. Je n'ai que vous. Si vous répercutez mes arguments, ils seront connus. C'est tout à fait disproportionné, ça ne correspondra jamais aux millions de fois où ont été diffusées des accusations. Voilà. Je voulais encore dire ces mots aujourd'hui où il y a 3 des nôtres qui sont en audition de nouveau. Certains ont passé vraiment beaucoup de temps. La plupart ressortent en disant que les auditions étaient courtoises. Et moi, évidemment, je passe derrière pour leur dire, mais je vous rappelle qu'on est coupable de rien. D'accord? Vous n'êtes pas des voyous, vous n'êtes pas des bandits, vous êtes juste des militants politiques. Et regardez l'astuce qui a consisté à grouper 2 affaires, 2 dossiers qui n'ont strictement rien à voir. D'un côté, la dénonciation de cette dame du Front National qui m'accuse d'avoir utilisé mes assistants parlementaires comme permanents du parti, y compris des gens qui n'étaient pas membres du parti, et de l'autre côté, quelque chose qui concerne les comptes de campagne, dont je pensais que j'étais tiré puisqu'ils étaient validés. Donc je me disais, bon c'est bon, on a répondu à des milliers de questions, on a fait ce qu'il fallait, les gens ont été sérieux. Alors qu'est-ce qu'on veut? Il y a donc 2 dénonciations, et c'est par des dénonciations qu'une enquête est déclenchée. Dénonciation, il n'y a pas de fait, aucun fait. Quand on nous interroge sur des montants de factures, les montants sont faux. C'est juste quelque chose qui a été recopié d'une radio qui elle-même raconte des mensonges. Et on n'a pas le droit de protester. Si on proteste, on vous dit « Ah, vous mettez en cause la presse, les contre-pouvoirs, etc. » Si je proteste parce que on prétend afficher ma vie privée sans m'avoir demandé ni mon avis, ni celle de qui que ce soit, l'avis de qui que ce soit, aussitôt c'est parce que je veux cacher quelque chose. Mais enfin, nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous droit à une part de nous-mêmes dont nous sommes les seuls maîtres, je crois. C'est donc une situation d'abus de pouvoir permanent. Pourquoi? Mais pourquoi tout ça? Pas parce que c'est moi, bien sûr que non. C'est parce que nous sommes les opposants. Et quand M. Arfi dit il a une haine des contre-pouvoirs institutionnels, c'est triste d'entendre un journaliste dire ça. Je ne peux pas avoir la haine des contre-pouvoirs institutionnels. Nous sommes un contre-pouvoir institutionnel. Nous sommes un groupe parlementaire d'opposition. Je suis le candidat d'une opposition. Donc s'il y a un contre-pouvoir institutionnel, au moins moral, c'est le nôtre. Comment pourrions-nous nous haïr nous-mêmes? Ce n'est pas le cas. J'en appelle donc, une fois de plus, à ce que justice nous soit rendue. Premièrement, que soit annulée la perquisition qui a été faite au siège du mouvement à la France insoumise. Deuxièmement, que nous soient restituées toutes les pièces qui ont été prises sur lesquelles nous ne savons rien. Troisièmement, que tous les documents qui n'ont pas à voir avec les dossiers d'assistants parlementaires ou de financement de la campagne nous soient restitués. La correspondance qui a été prise, les photos qui ont été prises, les dessins qui ont été pris, que tout ça nous soit rendu. Il n'y a aucune raison que qui que ce soit séquestre ces documents-là. Ils nous appartiennent. Et évidemment que le matériel qui a été confisqué, alors qu'il n'y a aucune procédure judiciaire contre nous, m'entendez-vous? Aucune. Téléphone, ordinateur nous soit rendu. Ensuite, que ceux qui nous accusent acceptent le débat contradictoire avec nous. Je demande à tous ceux de mes amis qui ont à connaître de l'une ou l'autre de ces questions posées, de ces dossiers. Je leur demande de se prêter à des débats publics. Et ils m'ont déjà répondu positivement. Sophia Chikirou est prête à avoir un débat public avec son accusateur de France Info. Mais pas à France Info, à BFM. Alors vous me direz quelle garantie on a? Au moins qu'on ne sera pas chez quelqu'un qui directement a pris parti contre nous. Ouvertement, publiquement, en mentant. De la même manière, la même réponse est possible avec l'association L'Air du Peuple.
de la même manière, etc., etc. Aucun d'entre nous n'a l'intention de se soustraire au débat. Nous sommes prêts partout à y aller, évidemment, dans des conditions qui respectent notre dignité et notre capacité à répondre. Que ce Chalvron qui a eu si peur, qui a été si fort pour dénoncer, au moment où il était question qu'il aille sur un plateau, plus personne, c'est fini, caché. Donc ben voilà, qu'il assume, qu'il vienne expliquer ses accusations. Voilà, ça fait beaucoup de temps consacré à quelque chose qui n'a qu'une signification. Elle n'est pas personnelle. C'est la maladie profonde de la démocratie et de la Ve République en France. La maladie profonde qui a tout dévoré, tout emporté, si bien que des tas de gens se retrouvent à faire des choses incroyables avec lesquelles ils ne sont pas eux-mêmes d'accord. Dites-moi voir quels sont les contre-pouvoirs qui existent, dirais-je à M. Arfi, dans votre propre rédaction. Avez-vous pris l'avis de la rédaction pour savoir si ça valait la peine de lancer cet assaut contre ma vie privée et le reste? Enfin, tout le monde est conduit à se comporter d'une manière déraisonnable. Et je serai le seul à qui on reprocherait, grâce à quelques images bien mises en scène, dans une séquence qui a duré plus d'une heure, 2, 3, 4, disons 10 secondes, je serais le seul qui mériterait ces reproches. Donc nous sommes en situation de maladie de la démocratie. Nous sommes en situation de coup monté politique. Et tout ça est grave. Bien sûr que nous allons nous défendre. On sait très bien qu'on ne peut pas gagner. Vous voyez, on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner quand on a contre soi l'État, les médias, tout le monde. Mais on peut gagner moralement. Et c'est de ça dont ils ont le plus peur. Et on peut surtout gagner d'une manière, que se répande parmi vous la compréhension des raisons pour lesquelles ce système fonctionne de cette manière. Et pourquoi il a décidé d'abattre un opposant. Pourquoi? Pourquoi ce sont les mêmes méthodes, les mêmes moyens, les mêmes outils qui sont utilisés maintenant dans le monde entier, qu'est la judiciarisation de la politique, comme il y a eu la judiciarisation et la criminalisation des actions syndicales et des actions écologiques. Tout ça sent très mauvais. C'est une très mauvaise pente. Moi, j'ai déjà dit que je souhaitais qu'il y ait une désescalade. Je vois que la réponse a été l'escalade encore plus, pour un mot, pour une expression. Ces gens-là ne sont jamais contents. Il faut toujours que ce qu'ils aimeraient, c'est qu'on vienne avec des cendres sur la tête et à genoux. Je ne sais pas quoi faire d'ailleurs devant eux. Ils ne l'auront pas, jamais, ni cette fois-ci, ni aucune autre. Nous, bien sûr, nous menons une bataille politique. Vous me retrouverez parce que je vais maintenant reprendre mon calendrier normal. Hein. Alors, demain, après les questions d'actualité qui vont passer, je vais partir pour aller à Strasbourg parce que là-bas, j'ai affaire avec le groupe Gouet et puis j'ai affaire avec les deux députés qui vont dorénavant former la délégation, une délégation commune, M. Emmanuel Morel, qui vient de faire scission du Parti Socialiste, et M. Younous Omarjee, qui est le député insoumis. Et puis après ça, je vais revenir et partir à nouveau sur Marseille pour rencontrer là-bas tous les amis qui veulent me voir, parce qu'évidemment, à Marseille, ils ont envie de me voir, et moi j'ai envie de les voir, parce que ça me fait du bien. Et puis, mardi prochain, je ferai un meeting, et puis la semaine d'après, je ferai un meeting. Je vais reprendre la vie normale d'un opposant, qui est de s'opposer au pouvoir, et pas passer son temps le dos au mur, la baïonnette au canon. Au demeurant, je suis content de la contre-offensive que nous avons commencée. Elle aura des rebondissements. J'en déciderai avec mes amis, et je déciderai du moment opportun pour les faire connaître. D'ici là, je ne peux vous dire qu'une chose, mon indignation, la souffrance de tous nos amis, et ma demande envers vous tous, relayez-nous, protégez-nous, nous n'avons que vous pour nous défendre. Nous n'avons que votre amitié, le relais que vous faites de nos textes, de nos vidéos. Nous n'avons que ça pour nous protéger, parce que tout le reste nous tape dessus, matin, midi et soir. Et vous autres, les gens, vous connaissez ça dans votre vie. Vous savez ce que c'est que d'être en face d'un mur. Et vous savez aussi qu'on ne passe ce mur que si on n'accepte pas la raison de ses adversaires. Eux voudraient qu'on se sente en faute, nous ne le sommes pas. Eux voudraient qu'on fasse des questions de médias, de justice. C'est de la politique. Donc nous ripostons politiquement. Et quand nous ripostons politiquement, que nous pensons politiquement, alors nous sommes forts. Et c'est vrai ça dans la vie de la cité, et c'est aussi vrai dans la vie personnelle. Il ne faut pas accepter de se faire mettre à genoux. Il ne faut pas accepter qu'on cherche à vous faire baisser les yeux. Je pense que la seule relation qui vaut avec la société, avec les autres, c'est une relation d'égalité, et donc une relation de dignité. Il n'y a pas de dignité possible en dehors d'une relation égalitaire. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche à nous faire, c'est à baisser les yeux. Il n'y a aucune chance que nous le fassions. Et je compte sur vous
pour nous aider à tenir bon. Partout où vous le pouvez, manifestez votre sympathie, participez, rejoignez-nous, aidez-nous. Après, il y aura toujours des gens pas contents, il y aura toujours quelqu'un qui trouvera un mot à me reprocher, une attitude. Mais est-ce que c'est ça le plus important? Ou est-ce que le plus important, c'est pas le fond, ce qui se joue? S'il est possible de broyer un adversaire politique aujourd'hui, alors tous les autres seront broyés. S'il est possible de broyer une organisation dont le candidat a fait 7 millions de voix, alors que va peser cette association, que va peser ce syndicaliste? Voilà leur rêve, un monde dans lequel personne ne leur tient tête. Eh bien pour l'instant, nous leur tenons tête. Et ça va durer. Et à la fin, on craint des gains.